Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau récit ésotérique. Imaginez-vous en pleine soirée, il fait nuit, deux gros brillants dans la pénombre. Nous allons parler aujourd'hui de Dracula, du mythe des vampires. Laissez-vous bercer par ce récit. Il fait nuit noire, la jeune femme marche seule dans la ruelle illuminée d'un unique lampadaire. Seul le claquement de ses talons résonne au pied des immeubles endormis, de plus en plus vite. Elle presse le pas, mais elle n'est pas tranquille. Elle sent une présence. Elle a bien raison d'avoir peur. Soudain, une silhouette capée de noir surgit de l'ombre. En une fraction de seconde, l'assaillant est sur elle, l'enveloppe de son étoffe obscure et enfuit son visage au creux de son cou. La scène pourrait ressembler à un baiser volé en quelque sorte. C'en est un, mais un baiser mortel. La jeune femme pousse un cri déchirant à en réveiller les honnêtes gens, puis s'effondre. Son agresseur s'enfuit sans demander son reste, l'abandonnant sur le pavé. La malheureuse demeure là inerte, sa peau a blanchi, ses yeux sont vides. Elle n'est déjà plus de ce monde. À la base de son cou, de minuscules incisions. La marque de deux crosses saillants et d'une soif de sang inextinguible. Cette histoire, vous la connaissez forcément, c'est le mythe de Dracula, le vampire buveur de vie. C'est une histoire universelle. Chacun sait qu'il ne sort que la nuit, qu'il dort le jour dans un cercueil, qu'il déteste l'ail, et que la seule façon de le tuer, c'est de lui planter un crucifix dans le cœur. Mais ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que derrière ce conte à faire frémir petit et grand se cache une très longue histoire. Aux origines du mythe de Dracula était un homme puissant, trop puissant peut-être. Nous sommes au milieu du XIIIe siècle en Valachie, à l'est de l'actuelle Roumanie. Le prince Vlad III, Basarabe, règne d'une poigne de fer sur cette région. Ce n'est pas un tendre. Son petit péché mignon, déchirer ses opposants de l'intérieur en leur introduisant lentement un pieu par l'orifice le moins approprié, si bien que ses sujets le surnomment l'empaleur, entre autres petits noms. En référence à son père, feu le prince Vlad II Dracule, on le surnomme également Dracula, ce qui signifie littéralement le fils du dragon. Le sobriquet change, mais pas les méthodes du personnage. Vlad mène la guerre aux Turcs musulmans. Et ce n'est pas une plaisanterie. Partout où il passe, on rapporte qu'il inflige des châtiments d'une cruauté inimaginable. Soldats enterrés vivants, décapitation publique, et bien sûr, empalement. Et à la chaîne encore. Pour ce passe-temps raffiné, l'homme utilise différentes techniques et variantes. Celle où le pieu vous éclate, celle plus subtile, où le bâton d'un diamètre plus faible, opportunément graissé avec du suif, se ferait un chemin entre vos entrailles, pour finalement ressortir à la base de votre cou. À ce stade, certains sont encore en vie. Mais les vautours qui tournent au-dessus de leur tête annoncent que ça ne va pas durer. Tout au plus quelques heures. Puis en 1476, Vlad meurt, laissant ses successeurs s'amuser à leur façon. Le chef sanguinaire n'est plus, mais sa légende
va demeurer. Au cours des décennies suivantes, on érige des statues à la mémoire du bon prince Dracula, un peu partout dans la région. Et l'on se raconte au coin du feu les petites histoires qui vont avec. On dit qu'il aurait un jour croisé un homme avec une chemise sale et aurait aussitôt fait empaler cet homme et sa femme. Tout cela pour la punir de sa paresse. Il aurait également tranché au cours d'une même session la tête de 24 000 de ses sujets, puis dispersé leurs oreilles et leurs nez partout dans la principauté, sans que l'on sache qu'il n'aimait peut-être pas trop être contrarié. On peut s'étonner que les Roumains, le temps passant, continuent de vénérer une telle figure, et aiment se raconter de pareilles horreurs. Mais dans un monde où inspirer la peur était la première garantie de sécurité, ces récits avaient le mérite de tenir les visiteurs tranquilles. Ces fables sont-elles seulement véridiques? Les historiens en doutent. Le folklore en aurait largement rajouté pour forcer le trait. Mais c'est sans doute grâce à cette légende que Dracula allait ensuite traverser les siècles et perdurer en sourdine sans jamais totalement s'éteindre, jusqu'à ce qu'un écrivain irlandais réveille le mythe. C'est en 1897 que Bram Stoker publie Dracula, le roman que nous connaissons tous, généralement sans l'avoir lu finalement. Dans ces pages, il ne reste rien, ou presque, de l'histoire originale de Vlad l'Empaleur. La Valachie est devenue la Transylvanie, les dates ont changé. Mais il reste la soif de sang du personnage, devenu ce vampire en costume sombre qui effrayait tant d'enfants. Le propos, l'ambiance crépusculaire du livre, la peur ancestrale de ces chauves-souris, suceuses de sang, qui en réalité ne s'en prennent pas aux hommes, je vous le précise, en font un succès international. Le mythe de Dracula imprègne vite la culture mondiale. En 1931, le cinématographe n'en est qu'à ses débuts quand Todd Browning en fige la première adaptation sur pellicule. Suivront de nombreux autres films de qualité discutable, dont Le Cauchemar de Dracula en 1958, Dracula et ses femmes en 1973, ou encore Dracula de John Badham en 1979. Mais le long métrage qui va à nouveau marquer la légende, c'est bien sûr l'extraordinaire Bram Stoker Dracula de Francis Coppola en 1992, avec Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves. 3 Oscars, 3 millions d'entrées rien qu'en France. Un film à l'esthétique aussi flamboyante que déroutante, dans lequel le réalisateur décline le baiser du vampire jusqu'à la sensualité. Troublant. Depuis, c'est surtout cette histoire mêlant amour et soif de sang qui est ancrée dans les imaginaires et qui continue de générer des revenus, en particulier à un endroit plus haut insolite, en Valachie, chez l'ami Vlad. Comme on se rend à l'empaleur, ce qui est à l'empaleur. D'ailleurs, je vous conseille de regarder ce film si vous ne le connaissez pas. Il vous éclairera sur le mythe, sur une certaine idée du mythe et une certaine atmosphère. La sortie du film de Coppola en 1992 coïncide avec la chute de l'URSS et l'ouverture au monde des pays d'Europe de l'Est. Les autorités locales essayent d'attirer des touristes et les devises qui vont avec. En Roumanie, comme ailleurs, on cherche des arguments pour motiver les visiteurs. C'est alors qu'on pense à un vieux château du XIIIe siècle situé à Bran, sur le territoire de l'ancienne Valachie. L'édifice, largement modifié lui aussi depuis sa première version, en impose avec ses hautes tourelles et ses toitures enchevêtrées. Les Roumains ont un raisonnement simple. Et si on disait que c'était le château de Dracula? Le raccourci en vérité est un peu hasardeux. Si le bâtiment existait bel et bien sur Vlad III, sous une forme totalement différente,
Rien ne dit que l'aimable souverain y ait jamais mis les pieds. Et puis le personnage historique, à vrai dire, offre bien moins d'attractivité que son Edzards aux dents longues. Mais si on tentait le coup quand même, la décision est prise et les maîtres d'œuvre du projet mettent tout ce qui se rapporte à Dracula dans un checker, mélangent tout, et au final, ça marche. Aujourd'hui, le château de Dracula attire 500 000 visiteurs par an. On y retrouve un peu de tout, dans un joyeux mélange d'histoires anciennes, de décors, d'échoppes de souvenirs, bref, tout ceci permet à cette région de vivre. Mais la balade est sympa, on y pratique des tas d'activités effrayantes, payantes bien sûr. Pour Halloween, contre un petit billet, on peut même passer une nuit sur place. Comme quoi, les amateurs d'hémoglobine aiment les lointains descendants de Vlad III. Et ces lointains descendants aiment autant l'argent que le sang. Alors vous voyez, nous sommes dans un mythe. Êtes-vous attiré par ces vacances en Roumanie? Connaissiez-vous l'histoire de Vlad l'Empaleur? Là, tout repose sous une légende. Il n'y a pas de vampire, juste une légende tenace et beaucoup d'argent à la clé pour une région en Europe. Donnez-moi votre expérience, parlez-moi si vous avez été dans cette région, si vous avez visité ce château. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau récit ésotérique, peut-être plus mystérieux et moins teinté d'argent